Oui, merci pour cette invitation. Je suis honoré d'être le premier lancé à la nouvelle série de séminaires de l'ISE. C'est ça, comme Marie-Audrey vient de présenter, je viens tout juste de terminer ma maîtrise. J'ai déposé en août mon mémoire et mon article qui compose mon mémoire, vu que c'est un mémoire par article. Maintenant, j'entame un doctorat, fait que des fois, vous m'excuserez si c'est la matière, j'ai essayé de la mettre derrière moi, mais là, j'essaie de la ramener pour vous présenter tout ça. Fait que ça se peut que les mots me manquent. C'est la première fois que je présente mes travaux en français. D'habitude, je le fais en anglais parce qu'on travaille avec des partenaires un peu à l'extérieur. Fait que voilà, on va se lancer. Fait que pour commencer, ben, la pollution plastique des milieux marins, évidemment, est un enjeu maintenant qui a pris beaucoup de place dans les médias. Puis tout le monde a entendu parler ou a vu des photos des grandes quantités de déchets qui pouvaient se retrouver dans ces milieux-là, puis de comment ça pouvait peut-être avoir un impact sur les organismes qui s'y trouvent. Puis évidemment, bien, cet enjeu-là a fait en sorte qu'il y a plusieurs groupes de citoyens, plusieurs groupes d'environnementalistes qui ont appelé à bannir certains plastiques, du moins, ou l'entièreté des plastiques, parce que c'est devenu un enjeu qui a pris beaucoup d'importance, justement. Fait que tout ça, ça a évidemment mené au fait que nos gouvernements, maintenant, ont proposé certaines régulations. Puis le Canada, entre autres, a proposé de bannir l'utilisation des plastiques à usage unique, par exemple, en 2020. Puis hier ou avant-hier, il y a des articles qui sortaient d'ailleurs où on avait identifié 6 articles en plastique à usage unique qui allaient maintenant être interdits au Canada sous peu. Fait que ça, c'est un peu le contexte dans lequel s'inscrit ma recherche. Puis le problème, nous, qu'on voit à ça, comme chercheurs, des fois, qui travaillent en analyse du cycle de vie, c'est vrai, j'ai oublié de parler de mon titre, qui est Micro et nanoplastique en analyse du cycle de vie, ACV. Vous allez souvent voir cet acronyme-là de représenter ma présentation. ACV, c'est pour analyse du cycle de vie. C'est un outil qu'on utilise pour faire un bilan environnemental d'un système de produits ou de services afin d'en mesurer les impacts. Fait que justement, nous, en ACV, on pourrait voir, par exemple, que le problème avec des régulations de la sorte de bannir les plastiques à usage unique, bien, finalement, le bilan environnemental ne serait pas nécessairement positif. Et il faut analyser ça plus en profondeur pour être en mesure de pouvoir poser la question. Fait que, ici, juste un petit exemple qu'il ne faut pas oublier, par exemple, que les plastiques, bien, pourquoi ils sont autant présents autour de nous? C'est parce qu'ils possèdent des caractéristiques qui sont très intéressantes. Ils sont très légers, ils sont très durables dans le sens de résistants, puis également très faciles à produire. C'est pour ça qu'ils sont très peu chers et qu'on les retrouve en grande quantité de plastique à usage unique, justement. J'ai mis des petites images ici en bas là, qui peuvent nous montrer, par exemple, un contenant en verre puis un contenant en plastique. Puis, par exemple, parce qu'un contenant en plastique est plus léger, bien, lors du transport de ce dernier, par exemple, il va engendrer moins d'émissions de gaz à effet de serre. Ça pourrait être un exemple d'un avantage qu'un produit plastique pourrait avoir par rapport à une alternative qui est disponible sur le marché. Et dans le domaine des transports, plus précisément dans le domaine de l'automobile, par exemple, ou de l'aviation, évidemment, certaines pièces qui ont été remplacées par des pièces en plastique récemment peuvent alléger ces moyens de transport-là et engendrer des émissions qui sont moindres, encore une fois. Des fois, il y a des bénéfices comme ça à utiliser du plastique, puis ça, il ne faut pas l'oublier. Des fois, on a tendance à vouloir jeter le bébé avec l'eau du bain, là, comme on aime dire. Les plastiques n'ont pas nécessairement tout de tort. Ils ont également des points forts, puis ça, il faut être en mesure de les évaluer correctement. Fait que l'analyse du cycle de vie, comme je vous parlais tantôt, c'est un outil qui est très intéressant justement pour évaluer l'empreinte environnementale globale d'un produit, surtout son cycle de vie. Donc, à la place de juste regarder une étape du cycle de vie, comme on va dire, comme les plastiques, des fois, on a tendance à se focusser sur l'étape de fin de vie. Quand on les met au rebut, il y a une certaine proportion de ces plastiques-là qui vont être appelés à rejoindre l'environnement, puis là, ils vont avoir des impacts. Mais il ne faut pas oublier qu'en amont de tout ça, il y a également toute une chaîne de valeur, là, la fabrication des produits qui va engendrer, par exemple, des impacts, la distribution, puis l'utilisation et tout ça. En analyse du cycle de vie, on va essayer de faire un inventaire de toutes les émissions, toutes les ressources qui sont utilisées pendant toutes ces étapes-là du cycle de vie. Puis après, on va essayer d'en évaluer les impacts. Puis ça va nous permettre d'avoir un regard beaucoup plus global là, sur la question. Ça, c'est un outil qui est très intéressant pour analyser, par exemple, l'enjeu des plastiques aujourd'hui. Par exemple, encore pour continuer avec un peu de contexte, bien, l'ACV, ce que ça permet d'éviter, par exemple, c'est d'éviter des déplacements d'impact qu'on appelle. Par exemple, avec la voiture qu'on dit zéro émission, des fois, ça fait un peu grincer des dents quand on voit ça, parce que la voiture, quand elle roule à la phase d'utilisation, par exemple, elle va avoir zéro émission, alors qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une production d'énergie derrière, puis que des fois, il va y avoir des émissions qui sont engendrées à ça. À certaines régions dans le monde, ça pourrait être une production qui pourrait être issue de
de la combustion de charbon, par exemple, ou de gaz naturel. Ici, ce n'est pas notre cas au Québec parce qu'on a la chance d'avoir une énergie verte, relativement verte. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des émissions en amont dans d'autres étapes du cycle de vie, puis que la voiture zéro émission n'est pas vraiment zéro émission, évidemment. Un autre exemple de ce que l'ACV peut nous fournir comme résultat intéressant, c'est le CIREG, là, le centre de recherche dans lequel je suis impliqué, puis où j'ai fait ma maîtrise, puis où je continue au doctorat maintenant, avait fait un peu une analyse du cycle de vie des sacs d'emplettes, des sacs qu'on utilise pour faire nos courses à l'épicerie, puis avait montré en fait que les sacs en plastique conventionnels pouvaient procurer certains avantages pour certaines aires de protection, là, comme la santé humaine et la qualité des écosystèmes qu'on peut voir dans la présentation, là, dans la première ligne attribuée au plastique conventionnel, par rapport à un sac en papier, qui des fois, on a tendance à penser qu'il est définitivement mieux parce qu'à l'étape de fin de vie, il va être en mesure de se dégrader dans l'environnement. Mais ça, c'est si on se focus seulement sur cette étape-là, la fin de vie. Alors que si on s'intéresse à la phase de production, par exemple, et d'autres phases du cycle de vie, il pourrait y avoir des impacts beaucoup plus grands que les sacs en plastique. Ça vaut la peine d'avoir ce regard-là un peu plus exhaustif là, sur la question. Donc, un autre exemple d'analyse de cycle de vie de paille qui a été fait tout récemment, j'ai vu ça publié en 2020, je crois, qui avait évalué l'empreinte environnementale globale en utilisant la CV de différents types de paille. Des pailles en plastique conventionnelles qui sont représentées en mauve là, dans le petit schéma que vous voyez à droite, donc à l'intérieur. Puis plus on grossit vers l'intérieur, plus l'impact est important. Ça, c'est pour différentes catégories d'impact, hein, comme santé humaine, changement climatique et tout ça. Puis on peut voir que les autres types de pailles, par exemple, même si on considère le fait qu'ils sont utilisés plus qu'une fois, évidemment, on les réutilise, mais il y a des impacts beaucoup plus grands qui sont associés à leur utilisation. Par exemple, à la période de lavage, où cet article-là avait montré que les impacts du lavage, finalement, étaient assez grands aussi, puis ça valait la peine de les considérer. Des fois, on a tendance à penser que le plastique, parce qu'on le jette, ça a un impact qui est très grand, mais il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres impacts, encore une fois. Donc ça, c'était juste des petits exemples pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec l'analyse du CV, et dans quoi moi, j'ai travaillé un peu là, avec mon projet, pas nécessairement sur ces aspects-là, mais afin d'améliorer les modèles, puis ça, on va voir ce que j'ai fait plus précisément. Donc, le problème avec tout ce que je viens de vous dire, évidemment, c'est que l'analyse du cycle de vie, c'est un outil qui est très intéressant pour ce genre de questions-là, mais que la communauté scientifique avait remarqué que l'analyse du cycle de vie, pour l'instant, n'était pas en mesure de considérer adéquatement les impacts des débris marins lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement. Ça avait amené des critiques à dire que l'ACV, des fois, justifiait l'utilisation abusive de certains types de plastique parce qu'on ne considérait pas ces plastiques-là de manière appropriée. Ça a amené la communauté de l'ACV à créer un groupe de travail qui s'appelle Marilka, un groupe international dans lequel il y a plusieurs chercheurs qui sont impliqués à différents endroits dans le monde, et dans lequel moi, j'ai eu la chance de m'impliquer, et dans lequel mon projet était entièrement. Là. Fait que je m'insérais dans ce travail-là qui est plus grand que le mien, puis moi, j'avais à travailler sur une certaine question en particulier à l'intérieur de tout ça. Fait que ça, un peu ici, ça, en fait, c'est le premier cadre de travail, le cadre conceptuel qui avait été proposé par ce groupe de travail-là, qui est Marilka, où on peut voir toutes les questions qui devaient être abordées afin d'évaluer correctement tous les impacts qui étaient associés aux débris plastiques dans les milieux marins. Fait qu'on peut voir, par exemple, au milieu qu'il y a certains impacts qui vont atteindre les humains, puis d'autres les écosystèmes. Puis moi, c'est sur ces enjeux-là que je me suis focusé, si on veut. Étant biologiste, j'ai évidemment certaines connaissances qui me permettaient de traiter ces enjeux-là. Fait que moi, mon travail, plus particulièrement, c'est en fait orienté vers les micro- et nanoplastiques, des petites particules de plastique qui ont tendance à être accumulées dans l'environnement aussi, des petites particules de moins de 5 mm de diamètre. Pardon. C'est à partir de ce moment-là qu'on les appelle des microplastiques et ensuite des nanos quand ça devient encore plus petit. Puis moi, je me concentrais sur les effets qui sont associés à la présence physique de ces petites particules de plastique-là. Fait qu'on ne considère pas les additifs qui sont mis dans le plastique, mais seulement le plastique vierge, quel impact il va avoir. Ça, c'est ma partie à moi. Les autres questions sont évidemment en cours de réalisation par certaines autres personnes qui sont impliquées dans le groupe. Puis à la fin, on aimerait avoir répondu à toutes les questions pour être en mesure de faire un bilan complet. L'objectif principal, moi, de mon travail, en fait, c'était de développer un ou des facteurs d'effet qui permettent de quantifier les impacts physiques des micro- et nanoplastiques que vous allez voir des fois comme représenté par l'acronyme MNP, pardon, dans la présentation, puis les microplastiques et nanoplastiques aquatiques sur lesquels je me concentre. Donc, il y avait des sous-objectifs qui étaient derrière tout ça. On voulait explorer les données écotoxicologiques existantes. Ensuite, les analyser afin de voir c'était quoi les possibilités en termes de développement de méthodes puis de facteurs d'effet dans ce cas-ci plus précisément.
puis ensuite de générer ces facteurs-là, de les calculer avec leur incertitude. Ça va nous permettre d'arriver à une valeur qu'on va pouvoir utiliser dans les modèles qu'on utilise en analyse du cycle de vie. Encore un petit peu de contexte, en évaluation des impacts, l'étape du cycle de vie, l'étape d'une ACV dans laquelle moi je me concentre, bien, le facteur d'effet est situé juste ici, puis il est multiplié par un facteur de devenir environnemental qui va un peu représenter la distribution d'un composé dans l'environnement, par exemple, puis comment il se promène à travers les compartiments environnementaux. Mais ça, c'est adressé par quelqu'un d'autre aussi, règle une de mes collègues. Puis, quand on multiplie ces deux facteurs-là ensemble, on arrive à un facteur de caractérisation qui lui permet de définir l'impact environnemental total de la substance, dans ce cas-ci, les micro et nanoplastiques. Fait que le facteur d'effet, il est calculé avec cette petite équation-là, là, que vous n'avez pas besoin de la comprendre en détail. C'est juste pour voir que là-dedans, c'est pas très compliqué. Il y a une HC50 qui est construite à partir de EC50. Ça, c'est des concentrations à lesquelles les organismes vont commencer à montrer des effets lorsqu'ils sont exposés aux micro et nanoplastiques. C'est ça qu'on utilise pour calculer des facteurs d'effet. Fait que ça, c'est une diapositive qui permet un peu plus de voir c'est quoi ça, une SC50 puis un HC50, juste pour être sûr que tout le monde suit un peu. Puis là, si on prend le premier graphique en haut à gauche, là, par exemple, on voit qu'on a la concentration d'une substance qu'on veut tester, qui serait sur l'axe des X. Puis sur l'axe des Y, on va voir le pourcentage d'organismes qui commencent à montrer des effets lorsqu'ils sont exposés à ces concentrations-là. Fait qu'on a notre courbe ici. Puis la EC50, c'est la concentration à laquelle 50% des organismes vont commencer à montrer des effets pour une seule espèce lorsqu'ils sont exposés aux micro et nanoplastiques dans le cas qui nous intéresse. La HC50, elle sert à représenter la toxicité du polluant dans tout l'écosystème. Donc, on va prendre plusieurs EC50 de plusieurs espèces différentes, puis ça va nous permettre de calculer notre HC50, qui est la concentration à laquelle 50% des espèces sont affectées au-dessus de leur EC50. C'est vraiment une HC50 qui sert à représenter l'ensemble de l'écosystème, l'ensemble de l'effet d'un polluant dans un écosystème. C'est ça qu'on veut utiliser pour générer notre facteur d'effet dans notre cas. Oui, c'est vrai. Un petit problème avec ces concentrations-là, c'est que des fois, elles sont moins abondantes dans la littérature scientifique. On a de la misère à en trouver suffisamment parce qu'elles sont plus compliquées à générer, plus coûteuses pour les équipes qui veulent générer ce genre de données-là là, dans leurs expérimentations. Ce qu'on trouve beaucoup, c'est des NOEC et LOEC qui sont représentés sur le graphique à gauche. Une NOEC étant une concentration la plus haute qui a été testée à laquelle on n'a pas eu encore d'effet sur les organismes d'une seule espèce qui ont été testés. D'accord? Et la LOEC, c'est la première concentration qui est située à droite ici. Première concentration la plus faible à laquelle on voit des effets sur des organismes qui sont exposés à notre substance. Fait que ça, on va vouloir utiliser aussi ces données-là pour nous permettre de générer des données qui vont être par la suite utilisables dans le développement de notre facteur d'effet. Fait que la première étape de ma méthodologie, en fait, moi, c'était de faire une revue de la littérature pour en extraire les données écotoxicologiques. On utilise les données écotoxicologiques, même si on ne s'intéresse pas nécessairement, même si, comme j'ai dit au départ, je me concentre sur l'effet qu'on dit physique attribué à la présence seulement des particules, la présence physique de ces particules-là. Fait qu'on va utiliser des données écotoxicologiques, mais qui ont utilisé des polymères vierges, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'additifs à l'intérieur. Fait qu'on va considérer que l'impact qui pourrait être associé, l'effet qui est associé à ces particules-là, va être seulement causé par la présence physique de ces petites particules-là. J'ai recherché dans la littérature scientifique pour des EC50 principalement, mais également des NOEC et LOEC. Si on n'avait pas assez de EC50, je voulais être en mesure de travailler avec ces données-là aussi pour développer mon facteur d'effet. Puis aussi, on travaille avec des données chroniques en analyse du cycle de vie. Puis ça, des données chroniques, ça veut dire qu'on veut que le temps d'exposition ait été suffisamment long pour qu'on puisse dire que les organismes qui sont exposés le sont pendant un bon moment. Le plastique, on sait que ça va rester longtemps, par exemple, dans l'environnement. Fait qu'on ne veut pas que ce soit des données aiguës, qui serait le contraire de chroniques, où on les a exposées seulement pendant un court laps de temps aux substances en question. Donc, ensuite, comme j'ai dit, je voulais être en mesure de travailler avec les LOEC et NOEC. Fait que j'ai utilisé des facteurs d'extrapolation qui permettent d'extrapoler les LOEC et NOEC en EC50. Ça, c'est seulement des facteurs qui nous permettent d'avoir une idée de qu'est-ce que vaudrait la EC50. Mais puisque je ne l'ai pas, je travaille avec les LOEC et NOEC, je les multiplie par un certain facteur. Ça nous permet d'avoir une idée de ça serait quoi la EC50.
les facteurs que j'ai utilisés sont à droite ici, mais la valeur n'est pas nécessairement importante. C'est juste important de savoir que dans certains cas, on manque de données, fait qu'on utilise des extrapolations afin de passer d'une donnée à une autre que l'on désire plus. Ça, c'est la même chose pour les données aiguës et les données chroniques. On veut des données chroniques, mais comme il en manque un peu, des fois, on utilise des données aiguës aussi. Puis pour arriver à ça, on passe par des facteurs d'extrapolation également. Ça, c'était une étape de ma méthodologie également. Ensuite, on a fait une petite analyse statistique toute simple là, qui nous permet, on a fait ça sur les EC50 qui étaient soit extrapolés hein, ou soit directement récoltés de la littérature. Puis ça nous permet de voir si différents sous-groupes de particules ont différents effets. Par exemple, on veut voir, est-ce que les microplastiques, les nanoplastiques, ça a les mêmes effets ou on devrait les considérer comme différents groupes de polluants, disons. Puis la même chose pour les types de polymères qui sont considérés comme des plastiques. Le polystyrène, polyéthylène, c'est deux types de polymères qui sont considérés comme des plastiques. On veut voir si les effets sont similaires. J'ai comparé ça à l'aide d'un petit test statistique qui va nous permettre de nous orienter là, par la suite et de générer des facteurs d'effet en conséquence. Ensuite, la dernière étape, c'était de calculer les facteurs d'effet. Je l'ai fait avec la petite formule que je vous ai montrée tantôt. Puis je l'ai fait pour un éventail de sous-groupes là, pour lesquels on avait suffisamment de données. Fait qu'on a ils sont représentés en bas dans le tableau, là, vous pouvez voir. On a le sous-groupe qu'on a appelé BEST, qui est notre meilleur facteur d'effet, dans le sens que dans celui-ci, j'ai fait moins d'extrapolation, beaucoup moins. En fait, je n'ai pas fait, sauf pour une donnée, parce qu'il nous manquait un point de données. Mais donc, j'utilise seulement des données qui sont extraites de la littérature scientifique. Pour les autres sous-groupes, on a cours aux extrapolations, comme j'ai mentionné précédemment. Fait qu'on a un groupe qui s'appelle ALL pour toutes les particules mises ensemble, toutes les micros, nanoplastiques, tous les types de polymères, toutes les différentes formes de polymères qui étaient aussi présentes dans les données qu'on a été en mesure d'extraire de la littérature scientifique. Ensuite, différents sous-groupes pour les microplastiques, nanoplastiques individuellement. Ensuite, le polyéthylène, PE et PS pour le polystyrène. Puis ensuite, les autres polymères, comme le PVC, le polypropylène aussi, on n'avait pas suffisamment de données, fait qu'on les a mis ensemble dans un groupe qu'on a appelé non-PS et PE. Fait que c'est les autres polymères qui sont dans ce groupe-là. Ensuite, pour les résultats, bien simplement, notre analyse statistique a montré, pour une première partie en tout cas, qu'on n'était pas en mesure de voir de différence dans l'effet ou la toxicité des différents sous-groupes qu'on avait constitués. Avec les EC50, on pouvait considérer qu'ils étaient tous similaires, en fait. On n'était pas en mesure de distinguer d'effets. Fait que ça nous indique que peut-être qu'un seul facteur d'effet pourrait être nécessaire ou suffisant pour l'instant pour représenter l'ensemble des micro- et nanoplastiques et leurs effets, parce qu'on n'est pas capable de distinguer entre les différents sous-groupes de toute façon pour l'instant, avec les données qui sont disponibles et les données qu'on a utilisées, évidemment. Encore un peu la même chose pour les facteurs d'effet. Lorsque je les ai calculés, ici, vous pouvez voir leur valeur, par exemple, pour chacun des différents sous-groupes que j'ai mentionnés tantôt. Puis on a une incertitude qui est associée à ça. Puis on peut voir ici que l'incertitude est assez grande. Puis ça fait en sorte, encore une fois, ça nous pointe dans la direction qu'un seul facteur d'effet pourrait être suffisant pour représenter l'ensemble des microplastiques parce que leurs incertitudes sont très, très grandes. Il y a beaucoup de variations à l'intérieur des données qu'on avait. Pour les EC50 d'une certaine catégorie, par exemple, il y a une étendue assez large de EC50 qui sont présentes. Ça vient surtout du fait qu'il y a un manque de standardisation dans les expérimentations qui sont effectuées pour tester les effets et la toxicité des micro- et nanoplastiques. Ça cause beaucoup de variabilité là, parce qu'on utilise différentes formes de polymères, différentes tailles. T'sais. On dit microplastique, mais microplastique, c'est une échelle de 1000 de différentes tailles. Hein. Ça va de 5 mm à 1 micromètre, beaucoup plus petit. Ça crée beaucoup de bruit à l'intérieur de nos données. Encore une fois, pour l'instant, avec les données existantes, on suggère qu'il serait peut-être préférable d'utiliser un seul facteur d'effet pour représenter ça. Puis évidemment, on suggère d'utiliser le BEST ici, lui qu'on juge qui est le meilleur, même si l'incertitude ici semble grande, c'est parce que, en fait, dans les autres sous-groupes, l'extrapolation n'est pas prise en compte dans l'incertitude alors qu'elle le devrait. Mais en gros, celui-là, on juge qu'il devrait être préférable parce qu'on n'a pas extrapolé les données, justement. Ça, c'est des distributions de la sensibilité des espèces qu'on a développées également. C'est juste pour montrer un peu l'éventail des espèces qui étaient présentes dans les données qu'on était en mesure de récolter dans la littérature. On a à gauche notre première catégorie, notre BEST, pour lequel on n'a pas utilisé d'extrapolation. On avait 8 espèces là-dedans, dans notre facteur d'effet. Puis ces 8 espèces-là étaient représentatives d'au moins 3 niveaux trophiques, au moins 3 phyla.
Fait au moins les invertébrés, les poissons et les algues, qu'on veut qu'ils soient représentés dans nos données pour qu'ils puissent être représentatifs d'un écosystème en entier. Fait que, même chose pour notre facteur d'effet qu'on a appelé HAL, dans lequel, lui, j'ai toutes les données, là, mais on peut voir ici, dans cette catégorie-là, j'avais 34 espèces et 8 phyla qui étaient représentés. Fait qu'évidemment, beaucoup plus d'espèces, mais ici, on a utilisé beaucoup de facteurs d'extrapolation pour arriver à ces 50-là qui sont montrés sur la courbe. C'est ça, en conclusion, en fait, que moi, ma recherche a montré, c'est que autant via l'analyse statistique simple qu'on a fait que la grande incertitude sur les facteurs d'effet qu'on a développés, bien ça nous montrait que pour l'instant, peut-être qu'il serait préférable d'utiliser un seul facteur d'effet pour représenter l'effet physique des micro- et nanoplastiques sur la vie marine en ACV. Fait que ça va permettre plus tard, avec le travail des autres personnes qui sont impliquées dans Marilka, hein, comme ma collègue Carla au CIREC, qui travaillait sur le devenir environnemental des microplastiques dans l'environnement marin. Fait qu'elle se questionne sur comment les microplastiques passent de la surface à la pleine mer, par exemple, et au fond marin ensuite. Puis quand on va mettre ça ensemble, combiner ces travaux et les miens, ça va nous permettre d'avoir un facteur de caractérisation qui permet de représenter l'impact des microplastiques, l'impact physique au moins des microplastiques et nanoplastiques dans les environnements aquatiques. Fait que ça fait en sorte que les prochaines ACV qui vont être effectuées vont peut-être arriver à des résultats différents si on inclut ces impacts-là également. Ça va peut-être mener justement à des réflexions puis une approximation plus juste là, de l'impact de ces particules-là en comparaison avec d'autres types de matériaux comme j'ai comparé au départ. Fait que voilà, c'était ça pour moi. Fait que ça, c'est ma liste de références que j'ai utilisées dans cette présentation-là. Ça, c'est nos partenaires au CIREG que je remercie d'avoir contribué à ma recherche. Puis si vous avez des questions, je suis tout oui.